Être prof de français, de latin ou de grec au collège, c'est pas facile. Mais dans un collège de banlieue parisienne, c'est la grande aventure. Cette aventure, Myriam Meyer l'a vécue pendant 6 ans. Aujourd'hui, dans un livre au titre évocateur de Wesh Madame, elle raconte le meilleur et le pire de ces années. Bonjour Myriam Meyer, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On est ravis de vous recevoir sur VA+. Donc pour refaire un peu le trajet, est-ce que vous pourriez revenir ? Donc vous êtes, je vais pas préciser, mais normalement dans l'intro ça a été dit, vous êtes donc auteur de Wesh Madame, oui, où vous racontez vos 6 années dans un collège du côté de Créteil, si je me trompe pas. Dans le Val-de-Marne. Dans le Val-de-Marne. Et vous racontez plein de folles histoires, de très belles histoires et des histoires un peu plus terrifiantes. Avant de commencer à parler de ça, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous vous êtes retrouvés dans ce collège, comment ça fonctionne en fait ? Est-ce que vous aviez choisi d'arriver dans cet établissement ? Alors, c'est extrêmement rare qu'on obtienne l'établissement qu'on cible. Lorsque vous passez le concours, vous devenez stagiaire et l'année qui suit, vous refaites une liste de vœux avec un système de points extrêmement complexe qui prend en compte aussi bien la situation familiale que tout un tas d'autres paramètres. Vous faites une liste de vœux et il y a quand même peu de chances pour que vous obteniez vos vœux, mais vous pouvez géographiquement un peu cibler. Donc non, je n'avais pas spécifié que je voulais cet établissement-là. J'y ai été envoyée, assez contente du reste et assez impatiente de ce que j'allais découvrir. Et alors justement, comment se sont passés vos premiers jours, vos premières semaines ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là ? Les premiers jours et les premières semaines dans cet établissement sont honnêtement un petit peu les mêmes que dans n'importe quel établissement dans lequel on vous envoie. Quel que soit l'établissement, UP, moyen, difficile, il y a quand même un gros stress quand vous arrivez. Est-ce que je vais avoir les codes de la photocopieuse ? Est-ce que je vais me perdre entre la salle 10B et 107 ? Ce stress, il est, je pense, commun à tous les enseignants qui sont envoyés dans un nouvel établissement. Moi, j'arrive avec quand même un petit peu d'expérience parce que j'avais été contractuelle pendant quelques années avant de passer le concours. Donc, je n'étais pas non plus tétanisée. Je n'étais pas le petit oiseau tombé du nid qui lisse ses plumes sous la pluie. J'étais un petit peu armée, mais il y avait quand même ce stress de se dire est-ce que je vais réussir à transmettre ce que je veux transmettre ? Lorsqu'on arrive dans un établissement, on prend un peu ses marques. Les élèves vous découvrent, vous découvrez les élèves, les collègues, l'état d'esprit général. Ça demande pas mal d'adaptation. Et donc, vous êtes arrivé en tant que prof de français, vous aviez quelle classe ? Oui. Alors, français, latin et grec. Alors, oui. À l'époque, je n'ai pas encore des heures de grec, mais j'ai du latin. Et j'enseigne de la 6e à la 3e. Donc, vraiment, les quatre niveaux. Et donc, avant de découvrir peut-être une certaine insolence et parfois même une certaine violence d'élèves qui ont des situations compliquées, vous avez d'abord constaté un cruel manque de vocabulaire en tant que prof de français. Oui. Est-ce que ça vous a fait peur ? Est-ce que vous vous êtes dit, mais je ne vais jamais réussir à communiquer ce que je connais avec ces enfants qui ne savent même pas aligner une phrase correctement ? Voilà, qu'est-ce que vous êtes dit ? Comment vous avez instauré des règles peut-être ? Alors, le vocabulaire appauvri, l'affaiblissement de la langue française, c'est pas propre au réseau d'éducation prioritaire. Si vous parlez à un certain nombre de collègues qui sont dans des établissements dits classiques, ça s'observe à tous les niveaux. Même les chefs d'entreprise le notent, c'est collectif. Évidemment, dans ces établissements-là, c'est encore plus difficile pour tout un tas d'autres paramètres. Je suis à moitié effondrée, puisque j'ai déjà rencontré cette réalité-là, mais j'observe aussi que dans certaines classes, il y a une très grande hétérogénéité. Je peux avoir une élève qui dévore Alexandre Dumas à côté d'un élève de 3e qui n'a toujours pas compris la distinction entre un nom et un verbe, par exemple. On ne fait pas ce métier parce qu'il est facile. On le fait aussi parce qu'on aime une forme de challenge un peu fou. Donc, vous essayez de mettre en place des stratégies pour amener un élève d'un point A à un point B pour que, si au début de l'année, il fait 20 fautes d'orthographe, il n'en fasse plus que 10, pour qu'il cesse d'avoir peur de la littérature, de la lecture en elle-même, et pour qu'il se mette à croire un peu en lui et se dire « j'en suis capable ». Et le français n'est pas, on va dire, une sorte de boutique de luxe réservée à des privilégiés. Oui. Ouais. Et donc, vous aviez réussi, avec cette disparité, justement, à satisfaire tout le monde ? Parce qu'il y en a peut-être qui avaient plus soif et d'autres qui étaient plus en retrait. Est-ce que vous arriviez à tenir une classe Alors, je pense que c'est propre à ce métier. Que de faire face à une disparité de niveau, de système éducatif. C'est un peu ça la difficulté, justement, aujourd'hui. C'est que dans la même classe, vous pouvez avoir...
voilà, Hermione Granger à côté de Dark Vador, comme je vous dis. Donc, vous devez vous adapter. Comment on s'adapte ? On s'adapte d'abord en étant un petit peu bienveillant envers soi-même. On ne peut pas, c'est impossible de réussir à amener toute une classe, individu par individu, au meilleur niveau possible. Ça, il faut vraiment se garder l'ambition au cœur, mais abandonner ce complexe du sauveur. Je dirais qu'il faudrait avoir des ambitions raisonnables. Il ne s'agit pas, à la fin de l'année, d'avoir 25 élèves qui parlent en alexandrin. C'est impossible. En revanche, vous pouvez vous dire, cet élève qui n'ouvre jamais un livre, peut-être qu'à la fin de l'année, il aura réussi à en lire un en entier, à le comprendre et à l'aimer. Est-ce que vous étiez un peu enfermé dans le programme ? Parce que souvent, on dit que c'est compliqué depuis des années. Les professeurs n'arrivent pas à terminer le programme, ils changent. Voilà. Est-ce que vous aviez pris des libertés dessus en vous disant l'important, c'est justement que je leur fasse aimer la littérature et pas qu'à la fin, même si c'est quand même le principe, surtout dans des classes où après, ils vont passer des épreuves, de connaître exactement tous les chapitres. Comment vous avez joué avec ça ? Est-ce que vous avez réussi à tenir vos objectifs ? Alors, aucune année ne ressemble à une autre. Je me souviens d'Augustin Dumière qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle « Homère et Shakespeare en banlieue » et qui donnait comme conseil aux jeunes professeurs ne vous occupez pas du programme. Je ne défendrai pas forcément cet extrême-là, mais il y a du vrai. Les programmes, ils sont super ambitieux si on considère le peu d'heures qui nous sont données. Vous aviez combien d'heures par semaine, par exemple ? Ça dépendait. Moi, j'ai toujours fait au moins 20 à 21 heures devant les élèves. La base, c'est 18, mais on fait quand même souvent des heures supplémentaires. Mais le nombre d'heures par matière a beaucoup baissé. En 30-40 ans, on a beaucoup perdu. Donc, vous vous retrouvez avec un programme très ambitieux, peu de temps, des difficultés quelquefois monumentales pour les élèves. Et puis, vous allez avoir une réunion, vous allez être appelé en formation, donc vous allez perdre des heures. Ça, c'est extrêmement difficile. Oui, on prend des libertés. C'est-à-dire que moi, je préfère travailler 5 notions à fond que de survoler 10 notions de façon superficielle. Le but, c'est quand même qu'à la fin de l'année, l'élève reparte plus riche, plus sage, avec un esprit critique plus aiguisé, une culture générale un peu plus étendue. Alors, il y a aussi, en parallèle de l'enseignement, tout un volet d'autorité. Ouais. Parce que face à une classe, il faut s'imposer quand même avec toutes les problématiques qu'on voit où les plus jeunes d'entre nous ont de plus en plus de mal avec l'autorité. Ouais. Comment est-ce que vous avez réussi à mettre ça en place ? Je sais que, par exemple, vous voyez vos élèves. Ouais. Est-ce que ça a marché ? Est-ce que vous avez quelques conseils, de petites astuces ? Est-ce qu'il y a des parents qui se sont inspirés de vous pour l'éducation ? Je ne sais pas. Si les parents s'inspirent de moi, je vais peut-être pouvoir... je vais être riche. Non, mais il y a certains parents qui sont un peu démunis face à l'autorité eux-mêmes, et surtout avec des enfants que vous décrivez parfois très compliqués. Aussi parce que la situation familiale est compliquée, mais souvent des parents de bonne volonté qui n'ont pas les clés pour imposer une autorité. Est-ce que vous aviez quelques astuces ? C'est quelque chose que je raconte dans le livre. Effectivement, les élèves disent elle nous parle comme un ministre parce que je les vous voyais. Je précise qu'on peut avoir beaucoup d'autorité, ne pas se faire bisuter en cours et tutoyer ses élèves. Je ne compte plus le nombre de collègues qui les tutoient et qui n'ont pas de problème d'autorité. Moi, j'ai éprouvé ce besoin toujours de les vouvoyer parce que je leur disais vous êtes de futurs adultes, j'ai en moi de futurs adultes. J'ai un respect infini pour vous. Bien sûr, ça doit être réciproque, sinon ça ne va pas marcher. Et on est ici pour travailler. Bon. Il leur arrivait de dire, en me voyant arriver dans les couloirs, là, elle est en mode western, comme il disait. Parce que physiquement, vous devez quand même dégager quelque chose, une présence, un enracinement qui fait qu'on va peut-être un peu moins vous chahuter. Il y a évidemment une part considérable de ce métier aujourd'hui qui relève de l'éducation. On transmet plus seulement un savoir, mais un savoir-être. Ça, c'est difficile parce que quand vous arrivez, vous vous dites « moi, je suis là pour enseigner la littérature, l'orthographe, la grammaire ». Et vous passez tout d'un coup une demi-heure à expliquer à Mathéo qu'il ne faut pas tuer Abdoul en cours, ce n'est pas une bonne idée, ou à Abdoul de ne pas tuer Mathéo, enfin bon. Donc, il y a un certain nombre de choses. Moi, j'ai la conviction qu'ils fonctionnent. Il faut que les élèves sentent, dès le début de l'année, que le cadre est clair. Quelles sont les limites qui sont posées ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ? Ce qu'il se passera si on franchit ces limites-là. Et ils ont besoin d'avoir en face d'eux un adulte qui assume cette autorité-là.
Ils ont également besoin de sentir que cette autorité, elle est au service de l'instruction, elle est au service de la transmission d'un savoir. On n'a pas besoin de petits chefs. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas besoin de quelqu'un qui a son petit pouvoir et qui l'impose. Ce n'est pas du tout le but. Il faut un cadre, et il faut qu'il soit légitime. Est-ce que la direction de l'école était derrière vous? On sait souvent, voilà, on parle de... Il y a des histoires malheureusement sordides de professeurs qu'on connaît qui n'ont pas été soutenus par leur direction, surtout quand on décide comme vous d'avoir une certaine poigne, de dire ce que vous avez envie de dire, de pas, j'imagine, se soucier trop de offenser ou quoi que ce soit, face à des classes qui sont parfois, qui profitent un peu. Sportives. Voilà, sportives. On va dire sportives. Voilà, donc est-ce que vous aviez ce soutien-là? Parce que j'imagine que c'est essentiel, sinon vous êtes toute seule dans un établissement où vous êtes la bête noire. Absolument. Les personnels de direction, ils ont un rôle fondamental. Alors, pour les parents, pour les élèves, mais pour les professeurs, c'est indispensable. J'ai la conviction que ce que j'ai vécu, cette vraiment dure et magnifique aventure, n'aurait pas du tout été la même si j'avais eu une direction différente. Il se trouve que j'ai eu ce grand bonheur d'avoir une principale et un principal adjoint qui étaient des personnages de roman. Vraiment, des hussards à l'ancienne. J'en parle beaucoup, vraiment, dans Wesh Madame. Très originaux, cultivés, droits, bienveillants dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'ils voulaient vraiment le bien des élèves, nous soutenant. J'ai une pensée émue pour la mémoire notamment de mon principal adjoint qui est mort dans l'exercice de ses fonctions quasiment, puisqu'il s'était tellement épuisé et donné corps et âme à la tâche que son cœur a lâché un jour au travail. Vous savez, quand vous avez une espèce de viking qui vous attend à la grille, qui connaît tous les élèves par leur prénom, qui ne va rien laisser passer, qui va avoir la voix ferme et le cœur tendre, ça change tout. Est-ce que vous pensez, parce que donc vous étiez dans ces fameuses REP et REP+, donc je sais plus, c'est... Alors, réseau d'éducation prioritaire et réseau d'éducation prioritaire plus. Moi, j'étais en REP. Et donc, est-ce que c'est une bonne mesure? Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que c'est pas stigmatisant, comme on peut le dire parfois? Est-ce qu'il y a une vraie volonté de ramasser tous ces jeunes qui ont besoin d'aide? Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous Moi, je pense que on a besoin des réseaux d'éducation prioritaire. Il y a un encouragement financier, alors qui n'est pas gigantesque, mais qui compte quand même. Les effectifs des classes sont un peu moins importants, ce qui a honnêtement beaucoup son importance. Avoir une classe de 30, quand il y a des grosses difficultés, ce n'est pas la même chose qu'avoir une classe de 23, 24, 25 élèves. Ça peut faire la différence. Vous avez aussi des enveloppes, alors c'est un peu complexe comme tout à l'éducation nationale, des enveloppes d'heures financières quelquefois, pour faire plus par exemple d'anglais, pour faire du renforcement, des devoirs faits, etc. Et vous savez, pour certains élèves, ça peut faire toute la différence. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des collégiens formidables qui en voulaient, qui restaient droits dans des conditions très difficiles, qui se transformaient quelquefois d'une année sur l'autre. J'ai en mémoire notamment le cas d'une jeune fille dont je parle dans Wesh Madame, qui était une élève qui se refusait réellement à l'enseignement du français, de tout un tas de matières, qui s'est enfermée un peu dans un personnage de révolté et qui tout d'un coup s'est métamorphosée, s'est mis à travailler d'arrache-pied. Et c'est pour des élèves comme ça aussi que les réseaux d'éducation prioritaire existent et qu'ils sont infiniment précieux. On parle souvent de ces réseaux d'éducation prioritaire pour mettre un peu tout le monde dans le rang et qu'ils fassent tous de grandes études et que ce soit tous des bons littéraires ou des bons mathématiciens. Mais vous avez aussi essayé d'encourager les voies professionnelles et technologiques, de l'artisanat notamment, qui sont un peu dévoyées, qui commencent un peu à reprendre du galon. Mais voilà. Est-ce que vous avez des élèves que vous avez réussi à lancer et qu'en fait, qui ont été repêchés par cette manière de travailler de ses mains et que comme quoi le français c'est bien, mais on n'est pas obligé d'en faire sa vie? Non, c'est un outil. Qu'est-ce que c'est des grandes études? En fait, c'est la question qu'il faut se poser. Je crois qu'il n'y a pas de sous-métier. Et je crois que notre société a besoin de toutes les compétences dans ce domaine. C'est bien joli de vouloir envoyer tout le monde à la fac, mais en fait, ça n'a aucun sens
On a besoin de métiers manuels, on a besoin de tout un tas de professions qui sont essentielles. Et on a besoin de gens qui soient heureux dans leur travail, qui aiment ce qu'ils font et qui le font du mieux possible. Moi, je trouve qu'il y a eu un mépris. Alors, vous avez raison, on revient un petit peu là-dessus. Mais il y a eu un mépris pendant des années de la voie professionnelle que les gens confondaient avec des voies de garage. Quand on est professeur principal de 3e, on s'occupe de l'orientation des élèves. Et je peux vous dire qu'il y a des lycées pro qu'on appelle à forte pression. C'est-à-dire que vous n'y arrivez pas. Si vous n'allez pas être pris si vous avez eu 5 de moyenne l'année précédente. J'ai beaucoup d'élèves qui sont à la fac, qui font des écoles d'archi, des écoles de droit, qui suivent une formation pour devenir comptable, etc. Et j'ai d'anciens élèves qui sont agents immobiliers, qui sont peintres automobiles, qui sont plombiers et qui, au passage, gagnent mieux leur vie que je ne gagnais ma vie quand j'ai commencé ce métier. Je pense qu'on a le devoir de leur donner la maîtrise de la langue française la plus belle et la plus vaste possible, une culture commune, parce que tout ça, c'est valable pour l'insertion professionnelle dans tous les domaines, mais heureusement que le corps professoral n'est pas une obligation pour tous. Il y a tellement d'autres métiers magnifiques et essentiels. Vous utilisez beaucoup l'humour et l'ironie dans votre livre pour dédramatiser des histoires parfois sordides. Mais donc, vous êtes quand même retrouvés confrontés à ces situations qui sont parfois dures à tenir. Vous vous retrouvez impliqués dans des histoires intimes, personnelles, familiales de certains élèves. Ouais. Vous avez un peu envie de les repêcher, mais vous devez garder votre rôle de professeur en même temps. Comment vous avez tenu avec tout ça ? Quelles ont été vos plus grandes difficultés ? Le sentiment d'impuissance peut être très fort. Je dis souvent que c'est un métier qui peut vous donner le complexe du sauveur. Vous avez envie de, entre guillemets, sauver tout le monde. Et malheureusement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que on ne peut pas y passer nos jours et nos nuits. On n'est pas psy, on n'est pas médiateurs familiaux et on ne peut pas vider l'océan avec une petite cuillère. Donc il faut apprendre à faire ce que je n'ai jamais réussi à faire, à savoir, quand on rentre chez soi, essayer de laisser, vous voyez, ce baluchon de douleur, de souffrance, de violence derrière soi. L'humour permet de ne pas devenir fou quelquefois. Quand vous rencontrez certains élèves qui ont vécu des choses extrêmement difficiles, et qu'il y en a beaucoup, pas tous, hein. Il y en a qui sont dans des familles tout à fait équilibrées et saines, mais que vous avez beaucoup d'élèves qui sont un peu cassés et qu'on vous demande l'impossible à vous. En rire, entre guillemets, sans se moquer, permet de garder l'équilibre nécessaire pour continuer d'être fonctionnel, opérationnel au travail. Ça a été aussi un outil fantastique pour travailler, tout simplement. Même avec eux, oui, de lancer une blague pour montrer l'absurdité de ce qu'ils disent parfois. Oui, absolument. Et puis, de captiver leur attention. Les élèves respectent beaucoup, c'est étonnant, ils respectent vraiment ceux qui manient la langue dans ce sens-là. Quelqu'un qui les fait rire, il a un crédit supplémentaire extraordinaire. Donc ça, c'est très utile. Et puis, quand on arrive avec une ambition un peu haute, vous vous dites, bon, aujourd'hui, on va travailler le passé simple. On est vendredi, il est 10h du matin, ils sont tous complètement épuisés. Vous allez devoir trouver des approches un petit peu différentes, une façon d'attirer leur attention. Et une fois que vous les avez embarqués, bon, peut-être que ça ne durera que 10 minutes, et qu'il faudra recommencer dans 10 minutes. Mais au moins, vous aurez gagné 10 minutes d'attention, ce qui est quand même précieux avec le passé simple. Et ce que vous disiez aussi qui est très étonnant, c'est que, pour revenir au manque de vocabulaire, c'est que ils ont du mal à s'exprimer. La violence dont ils font preuve parfois est liée à ce manque de capacité à s'exprimer, mais à la fois ils sont très forts en humour. Oui. Ils ont le bon mot et ils surprennent beaucoup par une agilité d'esprit là-dessus. Absolument. Là encore, gardons-nous bien de penser qu'il n'y a qu'un seul type d'élève. Dans la même classe, je pouvais avoir des élèves qui maniaient la langue d'une façon très fine
et très pertinente, et des élèves qui étaient enfermés effectivement dans cette frustration, parce que c'est une frustration. Quand vous avez beaucoup moins de mots que les autres et une capacité moindre à exprimer votre colère, votre angoisse, votre insécurité X ou Y, eh bien, la violence, elle explose. Jacqueline Dormy, elle décrit très bien ça. À un moment donné, il faut que ça sorte. Et si vous ne pouvez pas le dire, eh bien, vous allez le montrer physiquement. Moi, ils m'ont, pour certains, fait, c'est vrai, beaucoup rire par une façon de considérer un texte littéraire ou une situation ou même une punition. L'élève qui me dit « Bon, madame, c'est les seuls, pourriez pas me faire un petit 50%. » Moi, j'étais complètement estomaquée avec le regard, avec le clin d'œil, avec une attitude qui pouvait effectivement créer beaucoup d'humour. Ouais. Et donc, pour revenir, rester dans cette pensée un peu positive, est-ce que vous avez de belles anecdotes à nous raconter ? Je sais qu'il y a un passage qui a marqué beaucoup de journalistes qui vous ont lu, c'est ce fameux voyage à Rome. Oui. Est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer ce qui s'est passé ? Alors, le voyage à Rome, je l'ai fait honnêtement grâce à ma principale qui m'a gentiment harcelée en me disant « Il faut absolument le faire, il faut absolument le faire ». Quand vous êtes prof en réseau d'éducation prioritaire et que vous avez 3 heures de trajet par jour, organiser un voyage, c'est quand même costaud. Mais rien que pour qu'elle me laisse tranquille avec ça, je dis très bien, vous savez quoi ? Je vais les emmener à Rome. Et au mois de mai, donc, j'embarque mes 50 gamins pour un périple très, très riche. Et alors, puis on est dans le bus, ça fait 10 heures qu'on roule. Madame, j'ai mangé 3 paquets de Haribo, faudrait peut-être arrêter. Madame, j'ai envie de vomir. Arrêtez de manger des bonbons. Respirez par la bouche. D'accord. Madame, j'y arrive pas. Respirez par les oreilles, j'y arrive pas non plus. Ça dure 10 heures comme ça, puis on arrive à Rome et là, c'est l'enchantement. L'émerveillement des gosses qui découvrent le Colisée, qui découvrent le Forum, qui découvrent la basilique Saint-Pierre. Certains avaient anticipé, leurs parents étaient allés faire du shopping pour qu'ils aient une magnifique tenue, pour être à la hauteur vraiment de cette visite-là. J'ai une pensée émue aussi pour un de mes élèves qui m'est très cher. On était partis on avait fait une banderole avec le nom de l'établissement, ils avaient tous signé. À être irréprochable, et quand ils oubliaient, je leur rappelais. Et donc, j'avais cet élève qui est vraiment très cher à mon cœur, qui à certains moments se drapait comme ça dans le drapeau français, marchait dans les rues de Rome, et on voyait les Italiens qui étaient complètement sidérés de voir cette bande de gamins traverser vraiment comme un seul homme la ville avec l'élève qui initiait la marche avec son drapeau français. Ça a été une expérience fantastique de les voir plonger dans cette beauté-là, plonger dans cette histoire, de comprendre que ce qu'on avait vu pendant toute l'année, ce n'était pas abstrait. Voilà, et qu'ils marchaient dans cette mémoire vivante et qu'elle leur appartenait. Et enfin, un petit mot à adresser aux professeurs qui vont potentiellement ou qui ont déjà fait leur rentrée dans ce genre d'établissement et même dans d'autres établissements. Est-ce que vous avez un petit mot pour eux, un petit conseil à leur donner ? De conseils, je ne sais pas. En tout cas, merci. Merci à eux. Le prof bashing est devenu un peu un sport national. Il manque plus de 3000 enseignants en France aujourd'hui. Et on a beau jeu de nous porter au pinacle quand l'un d'entre nous est agressé ou assassiné. Moi, je voudrais leur dire merci parce qu'ils travaillent dans des conditions de plus en plus difficiles sans avoir forcément la reconnaissance et le salaire qui vont avec. Donc, merci, merci, merci.